Allez, on va pouvoir commencer un peu de montage tranquillement. Ou alors procrastiner pas mal, ça c'est possible aussi. Je vais aller me faire un petit café et je reviens. Et voilà. Bon, alors la voix c'est pas toujours ça. Toujours la crève qui tire bien. C'est pas grave. Hop là. Alors mardi soir normalement, on commence un nouveau scénario de Kids on Bike. Donc il va déjà falloir regarder que tout est un peu carré et prêt. Alors habituellement, je prépare pas autant, mais là on a un changement de table. Étant donné qu'on passe à la V2 du jeu, on s'est dit on va changer complètement. Donc sur Foundry, j'ai mon frangin qui a bidouillé pas mal de trucs. Tout ce qui est côté technique, clairement, c'est pas moi. Moi, je me contente du minimum. Parce qu'on a eu une idée à la con.
qui sera pas faite mardi. C'est parti d'une blague du style tiens, on va faire une session en même temps sur le même créneau avec deux tables différentes et tout le monde va se parler dessus, ce sera infernal. Et sur ce, j'ai dit bah attends, on va peut-être en faire quelque chose. Il y a une idée. Et donc l'optique c'est effectivement de faire deux parties en simultané, mais pas évidemment dans le même vocal, ça n'a pas de sens. Hop. On va essayer d'avoir deux tables séparées sur Kids on Bike qu'on jouera en même temps, avec une histoire pas de voyage temporel, je dis n'importe quoi, une histoire de dimensions multiples. Alors moi je joue beaucoup avec ce genre de truc quand je fais des JDR. Là l'idée c'est que nos personnages vont pouvoir, ça va pas être de leur décision, hein, vont être switchés d'un univers à l'autre, donc deux univers parallèles, deux villes. Donc on a Old Rock et Houston. Alors Houston, ce sont mes joueurs, c'est ma partie. Et donc mardi, je commence avec ce groupe sur la ville de Houston. Groupe à qui je vais faire un petit scénario, normalement un truc assez léger. Puis on est censé avoir, après ce premier scénario un peu trop introductif, on va avoir une deuxième session où on aura justement ce switch entre les deux. Alors l'idée c'est, on bidouille des moyens comme on peut. L'idée c'est, voilà, on a un petit bouton switch player, hop, et on peut en gros attraper un des joueurs et l'amener à nous. Ou envoyer un joueur ailleurs, et c'est donc par moment, on va juste intervertir deux joueurs qui se retrouvent dans deux mondes séparés. Alors ça pose quand même pas mal de problèmes parce que on peut les switcher sur Foundry comme ça. Après, étant donné qu'on sera sur deux salons Discord, sur le même Discord bien sûr, mais sur deux salons séparés, faut qu'on trouve le moyen et que ce soit assez smooth pour pas que ce soit un gros stop en plein milieu de la partie ou quoi, de s'informer l'un et l'autre, genre bah, attention là on va switcher quelqu'un, donc il faut qu'on ait un petit signal pour ça. Je sais pas trop où on va avec ça, hein, honnêtement. Alors il a fait des trucs pas mal. Alors, là normalement on peut cliquer pour rejoindre les villes. Mais il y avait un petit... il y a eu une mise à jour et tout marchait plus. Ah maintenant je ne peux toujours plus juste entrer dans les villes en cliquant. Je savais que ça marchait plus, mais avant on n'avait plus la surbrillance. Là la surbrillance est revenue, mais... Ah si. Ah yes. Donc ça, ce sera donc la table de l'autre MJ, donc avec ces 4 joueurs. Normalement on a 4 joueurs chacun, ouais c'est ça. Hop. Et voici la mienne. Bon déjà on a une page d'accueil qui fonctionne et en vrai, que demander de plus? Alors je ne sais pas, faut que je regarde au niveau des fiches de perso aussi, si tout va bien, si tout est bien rempli. Alors on a Albin, dit la fouine, bien sûr, qui a peur de Satan. Oui, parce que c'est le fils du pasteur local qui a un peu été élevé là-dedans, donc c'est assez logique. Motivation, il veut qu'on s'intéresse à lui. Ça faut voir. Oui, c'est pour. En gros, le personnage, comme il a été créé, en tout cas moi, comme je l'ai compris, c'est toujours la blague, hein, c'est bien
faire un background et une création de personnage, mais c'est bien aussi que tout le monde l'ait compris comme on a envie de le dire. Bon, je suis peut-être pas clair, mais en gros, on va tous comprendre un peu des choses de façon potentiellement différente. Donc c'est bien d'en parler, d'où la session 0 qui est très bien aussi pour ça. Non seulement pour mettre les triggers, etc., mais s'assurer qu'on est sur une même ligne et qu'on a créé notre personnage d'une telle façon que les gens puissent le comprendre en face et pas d'a priori que nous on veut pas donner. Donc là en gros Albin, c'est vrai qu'il a un gros côté creep. Premier abord, en gros, il stalk un peu tout le monde. Il garde des carnets sur un petit peu toute la ville. Bon, c'est à me prendre avec des pincettes, hein, bien sûr. C'est un gamin de 12 ans dans tous les cas. Mais ce côté prenage de notes et tout, effectivement, je pense que la joueuse, la joueuse qui va nous faire Albin à la base, n'était pas spécialement partie là-dessus, mais au fur et à mesure où elle a créé son personnage, où on a parlé, on a fait les liens entre eux. Le jeu Kids on Bike est vachement bien pour ça d'ailleurs. Euh, Créer les liens entre les personnages, il y a un petit système tout simple, tout bête vraiment, de questions-réponses qu'on fait à la création. Donc on fait une création commune. Et à la création, ces questions-là, en gros, on va les tirer au hasard en rapport avec les différents personnages qui sont là. Et en répondant à ces questions, ça creuse vraiment le background, ça crée des choses qui s'ajoutent dans le background, mais ça amorce déjà de la narration et ça c'est vraiment très très cool. Donc Pancake, la joueuse de Albin, quand elle a créé son personnage, il y avait cette idée de gamin curieux qui prenait des notes sur tout et tout le monde. Et effectivement, en l'expliquant et en donnant ces infos et en ajoutant toutes ces réponses aux petites questions de la création, on a quand même eu une grosse vibe de Crips. Le gamin, tu te retournes, il est là, il est caché derrière toi, il est en train de te surveiller. Donc c'était pas forcément voulu par la joueuse. On en a d'abord rigolé, on en a discuté bien sûr, hein. Je pense que si vraiment Pancake elle avait voulu, elle pouvait tout à fait nous dire non non moi je veux pas du tout de ça, hein, donc il y a rien de forcé, mais ça a émergé donc sur la création comme ça. C'est assez rigolo donc on est resté là-dessus. Alors c'est Flow, lâche et peureux, ok. Alors, les mécaniques sur ce genre de choses, les motivations, les flows, c'est assez léger, voire inexistant, ce qui est pas grave, on reste sur des trucs très narratifs. Et là, en gros, les flows, si ça rentre en jeu, il faut que je vois mettre. Je garde ça en tête. Il faut que je vois mettre un malus sur les jets de dés ou augmenter la difficulté, peut-être. Je sais plus exactement. Je sais que dans la V1, il n'y avait aucune mécanique, mais là, comme on est passé à la V2, il y a quelques petites mécaniques qui rentrent en jeu maintenant. Je sais plus sur quoi. Et j'ai la flemme de relire le bouquin, même s'il est pas gros. Je l'ai survolé, seulement. Alors pour ceux qui ont déjà écouté mes JDR en même temps, est-ce étonnant? Est-ce que je lis tous les bouquins que je fais jouer? Non. Est-ce nécessaire? Non plus. Obligation, être à l'heure à table et faire la prière. Ah bah oui. Alors, écrire dans ses carnets, ouais. Les knacks. Thinking about your character. Story, what is something... Ouais, ok. Ça, c'est une sorte de petit talent. Alors ça n'existait pas dans la V1. C'est une sorte de petit talent que ton personnage sait faire très facilement, très rapidement, donc lié à ton background, bien sûr. Quelque chose que tu peux faire une fois par session sans avoir besoin de faire un jet de dés.
À la place, tu obtiens un 10 automatique, mais seulement une fois par session. Ok. Donc ouais, c'est pas mal. Pour le système, le cœur du système, hein, là, vous pouvez voir, c'est très très simple. C'est vraiment pour moi le jeu que tu peux expliquer en 2 minutes. On a 6 caractéristiques qui sont censées couvrir tout. 6 dés, du D4 au D20. Et en gros, on les répartit, hein, bien sûr, D4 étant le plus faible, D20 étant le maximum. À savoir que les dés sont explosifs. Donc le petit équilibrage qui peut se faire, c'est que le D4, qui est censé être la compétence la plus faible, a quand même statistiquement le plus de chances d'exploser et donc de faire de meilleurs scores. La moyenne des difficultés, mais c'est un jeu où, en gros on lance les dés contre une difficulté qui est fixée plus ou moins arbitrairement par le MJ. Donc la moyenne d'un jet de dés, donc quand on a une tâche qui demande petite difficulté, la moyenne c'est 6. Forcément 6 avec un D4 c'est dur à atteindre. Et étant donné qu'il est explosif, ça marche plutôt bien. Selon l'âge des personnages, il y a 2 plus 1 qui se mettent. Alors, plus 1 en flight, ici plus 1 en charme, c'est... je sais plus, je crois que c'est les ados. Bref, en tout cas, il y a 3 catégories. Hein. Il y a les kids, les teens et les adultes. Et ça va avec aussi des forces. Donc les forces, c'est les petits talents particuliers. Hein. En gros, on en a 2, je crois, plus une qui est déterminée par l'âge. Étant donné que dans ma campagne de Kids on Bike, la campagne principale, ils ont tous des pouvoirs. On a poussé le truc très très loin, donc c'est considéré comme des forces aussi. Sachant qu'il y a un petit système de tokens. Quand on rate un jet de dés, on gagne un token d'adversité. Token qui après on peut stocker et au moment voulu, on peut ajouter sur un jet de dés raté. On peut ajouter des tokens pour faire plus 1, plus 2, plus autant que tu veux pour réussir un jet. Ça sert aussi à déclencher certaines forces. Et donc les pouvoirs dans la partie que je fais habituellement. Ok, Knack se souvient d'un tel précis de quelqu'un, logique. Ces petits carnets. Alors la feuille est pas mal faite. Là donc pour les tokens ajoutés. Et il y a le vélo où on peut cocher pour notifier que le personnage est sur son vélo, parce que autant ça s'appelle Kids on Bike, dans la V1 ça a son importance par le nom, par le style, hein, parce que c'est un genre. Le Kids on Bike c'est un genre cinématographique aussi maintenant. Et avant c'était juste ça, de la flavor. Maintenant, dans cette V2, les vélos ont un vrai impact. À la création, on peut choisir la couleur de son vélo. Alors, je vais pas lui changer, qu'on déconne pas. Et une petite modification dessus. Et voilà, en gros, ça va donner un bonus, un petit truc particulier. Alors là, en gros, Banana Seat, donc il a un petit siège supplémentaire dessus. Donc il peut prendre un passager une fois par jour. Si le personnage à pouvoir est ton passager. The regain up to PT. Ah oui, ça. Le personnage à pouvoir, donc c'est un truc particulier aussi à Kids on Bike. Il y a un personnage dans un scénario. Enfin, normalement, après, au module, on fait exactement comme on veut. La preuve, dans la campagne principale, il n'y a pas spécialement de personnage à pouvoir, parce que tous les persos, tous les PJ ont un pouvoir. Enfin, tous ou presque. Mais dans le cœur du jeu, by the book,
on est censé avoir un personnage à pouvoir dont le contrôle est partagé par les joueurs. En gros, le personnage à pouvoir va avoir plusieurs pouvoirs. Chacun de ces pouvoirs est détenu par un joueur qui peut choisir de l'utiliser. Et donc, comme les joueurs peuvent avoir des tokens d'adversité, le personnage à pouvoir, lui, il a des jetons de pouvoir. Alors, je sais pas si on en a un là. Ah bah si, on a le fameux Captain Candy Cane. Donc, un personnage à pouvoir. Mais là, du coup, c'est pour Dinalt, l'autre MJ. Je vais pas en révéler trop, on sait jamais. Je crois qu'il n'a pas encore fait sa partie non plus. 7 tokens, je crois que c'est la base, la moyenne. En gros, il a 7 tokens de pouvoir. Généralement, il en faut un pour utiliser une fois un pouvoir. Hop. Mais après, ça, voilà, on peut moduler autant qu'on veut. C'est du jeu de rôle, on peut toujours moduler autant qu'on veut. Ok, Albin, ça a l'air bon. On va passer à Steve, notre DJ en herbe de 13 ans. Alors, ça peut être abandonné. Motivation, guider les autres. Et bah, on n'est pas dans la merde. Alors, Saflaou, perdant. Son obligation, aider au magasin de vélo, parce que ses parents tiennent le magasin de vélo de l'île. Knax, bon bricoleur, ouais, ça se tient. Pourquoi il a un token? Ça va pas. Allez hop, on le descend de son vélo aussi. Ok, donc ouais, les plus 1 tout à l'heure, c'était les kids. Là, 13 ans, on passe en teen. Donc c'est un plus 1 en flight et un plus 1 en brown. Ok. Ah oui, c'est vrai. Autre petite chose, et ça je crois qu'elle est pas setup pour tout le monde, bon c'est pas grave. Tant pis pour, j'ai envie de dire. Ce sont les bonded action. En gros, c'est un peu des moves particuliers que tu peux avoir entre deux PJ. Donc là, par exemple, Albin avec Vicky, quand ils font un jet de charme ensemble, ils utilisent le jet de dés d'un des deux et ils additionnent un plus 3 dessus. Alors, en gros, ils s'aident à charmer les gens. Bon, j'ai fait la création avec eux, mais ça fait un petit moment. L'été est passé, je me remets ça un petit peu en tête. Alors, avec Steve et Vicky. Ok. Ils peuvent se lancer des objets facilement. Ça ne demanderait pas de jet de dés ou quoi que ce soit. Même si c'est vrai, j'utilise assez peu les jets de dés généralement, donc c'est pas. Peut-être pas sur ce genre de choses que je le ferais, mais bon, dans une situation un peu de stress ou quoi, on sait jamais. Alors, sur la feuille. Ok. Il a pris des notes, ouais. C'est bien, il fait des penses-bêtes pour le MJ, c'est cool, j'aime bien. Le sac à dos. Ok. Le livre de D&D. Tiens, Walkman, des cassettes. Ok. Ça marche plutôt bien. Et là, on a le petit bouton du journal intime des personnages. Dinalt a fait ça bien. Moi, je vous avoue que je me contente généralement de poser une image moche en fond et de lancer la partie. Bon. C'est très très cool d'avoir justement un truc plutôt propre. Alors, on a Tommy. Tommy, c'est notre scout. Alors, il a peur de la noyade. Ça peut me servir. Je pense qu'il faut que je note ça dans un coin. Ça va me servir pour ce premier scénario.
Motivation, explorer, découvrir. Pour un scout, c'est plutôt logique. C'est flow ne tient pas en place très longtemps. Ah, je vais voir, va falloir qu'il le joue ça. C'est des petits détails. Vraiment, pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de préparer comme moi. Parce que je trouve que plus on prépare et plus on devient dirigiste. En tout cas, c'est mon cas. J'imagine bien que c'est pas le cas de tout le monde. Donc il faut que je mette ça de côté. Je ne sais pas comment, je ne sais pas où exactement. Pour être sûr de pouvoir y penser au bon moment. Ouais. Obligation de prendre soin de sa petite sœur. Je sais pas si j'ai fait sa famille en entier. Ouais, parce qu'on a une flopée de PNJ, bien évidemment. Alors Kids and Bake, comme toujours... Enfin, comme toujours. Ah, merde, j'ai pas fait sa famille, en fait. Ok. Donc il va falloir que je fasse sa famille, et il a au moins une petite sœur. J'avais complètement oublié ça. C'est bien, bravo Baron. Pa, 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 pa. Ouais, c'est pas grave en même temps. Ouais, Kids and Bake, comme c'est très orienté narration partagée, ce qui est plutôt cool. Ce qui est très très bien dans le jeu aussi, outre sa simplicité, c'est tous ces petits trucs à la création, parce que les questions qu'on a entre les personnages, on les a aussi pour la création de la ville. Quand on fait la session 0, on crée la ville tous ensemble, tout le groupe avec le MJ fait une création de la ville, et il y a des petites questions comme ça. Genre, quelle est l'entreprise la plus florissante de la ville? Pourquoi la ville est connue? Pourquoi la ville a une sale réputation? Ce genre de petits trucs. Et c'est pareil, ça aide à créer de la narration, à créer tout un background. Là, en gros, pour leur ville, Houston, donc comme préconisé, là on n'a pas trop changé, c'est une petite ville des États-Unis un peu paumée, hein, comme souvent dans ce genre d'histoire. Et leur entreprise florissante, c'est une usine de bonbons, une usine de sucre. Et dans les groupes particuliers de la ville, on va aussi retrouver un groupe dentaire, donc il y a plein de dentistes, évidemment, avec l'usine bien sûr. Donc tout ça, c'est des petits trucs qu'on a donnés à la création. Mais du coup, on s'est aussi amusé à faire des tas de PNJ. Donc, hop, évidemment. La famille d'Albin, c'est très limité parce qu'il a juste son papa, hein, Sergueï, le révérend du coin. Alors, on a la famille de Steve, qui lui aussi a une sœur, mais une grande sœur, Sarah, que je vais normalement essayer d'utiliser lors du premier scénario qu'on va faire. Alors, généralement, l'ambition, tout du moins, c'est de faire des scénarios assez courts. Moi, généralement, un one-shot, je l'envisage en 2 sessions. J'ai du mal à faire plus court. Ou alors, faut être vraiment carré, donc ça nécessite quand même une préparation un peu plus carrée que ce que je peux faire habituellement. Ok, donc Albin, faut que je... Albin, non, Tommy, il faut que je vois sa famille et que je vois s'il y a des trucs particuliers à mettre. Déjà, j'ai un peu d'infos. J'ai les noms, le métier, les métiers. Ok. C'est marrant parce que j'avais l'impression d'avoir fait le PNJ pour sa mère. Ça me dit quelque chose. Mais bon, mettre ça de côté. Savoir qu'on en a déjà beaucoup. Là, voilà pour les enfants la petite liste de PNJ. Alors ils sont pas extrêmement développés, hein, évidemment. On va pas s'embêter non plus.
Mais en gros, ils correspondent à un trope, un cliché, ce que vous voulez. C'est une petite ligne pour se donner une ligne directrice. Ou alors ils sont déterminés vraiment par le métier qu'ils vont faire, quoi. Comme, voilà, Al Dentist Will. C'est un dentiste, hein, si je me souviens bien. Ce qui est génial, c'est que j'ai fait ça extrêmement bien, parce que j'ai absolument rien noté. Donc il faut que je me fie à l'image que j'ai mis et à ce que je me rappelle, parce que je suis un peu bête. Ouais, ils sont plus déterminés par leur métier. J'ai des profs, directeurs d'école, le diner. Ouais, elle a largement de quoi faire en vrai. Bien trop, même. Ok, bon, Bonded Action, c'est pareil, il a pas mis grand chose. Prepared, Protective, Quick Healing. Il a Quick Healing. Hmm, je pense qu'il a dû se planter. Parce que là, trois forces, ce qui est tout à fait normal. Il y en a deux qu'on choisit et une qui est là par rapport à, par rapport à l'âge. Mais Quick Healing, c'est la force quand tu es enfant, sachant qu'il a 13 ans, il est dans les teens. Je crois que c'est Rebellious. Rebellious qui doit avoir. On va vérifier sur Vicky si sa feuille est bien faite. Bon, déjà, elle a des banded action avec tout le monde, je crois que c'est la seule. Bah non, elle a quick killing aussi, il va falloir que je vérifie ça. Je note ça de côté à vérifier. Alors, je reviens à Tommy. Ok, ok. Donc, il faut que je note qu'est-ce que j'ai à faire, sinon je vais oublier. Hop, faire famille PNJ Tommy. Vérifier les forces. Voilà. Et alors, donc Vicky, Kids, oui, elle est toujours. Ah, mais oui, non, elle, Quicking, parce qu'elle est Kids, je pensais qu'elle était. Ok, donc 12, t'es en Kids, ça c'est bon. Tommy, 13, et c'est en Kid. Je pense que c'est ça. Est-ce que c'est automatique sur la feuille? Ouais, c'est automatique sur la feuille, donc c'est pour ça. Il avait juste pas coché la petite case. Donc normalement, ça devrait être bon. Ouais, c'est ça, quick killing. Ouais, Albin a une force de plus, hein, de par son background de stalker. On lui a mis un petit skill date qui, en gros, skill date, c'est tu es doué à quelque chose, on met un petit peu ce qu'on veut, c'est à la libre interprétation et ça donne des bonus quand tu jettes en rapport à ça. Alors, elle est claustrophobe. Oh, ça aussi, ça peut peut-être même plus que la peur de l'eau, ça peut me servir pour le premier scénario. Motivation que papa et maman l'aiment. Alors, les parents de Vicky, on a le journaliste de la télé de la ville. Donc c'est la gosse de riche, hein. On a une famille très friquée. Et sa maman, elle est mannequin. Donc le cliché, hein, la fille riche de la ville, les parents très absents. Et elle, un petit peu insupportable. Alors, Flow, insécure, obligation, faire les photos promo avec papa et maman tous les mardis soirs. Oui, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, madame. Knax, se recomposer et avoir l'air que tout aille bien. Ok. Petit masque social, ça marche.
C'est taf, ouais. Bon bah nickel. Ouais, je crache mes poumons, un vrai plaisir. Ok, ok. Faut que je regarde au niveau de la préparation, à part les familles, enfin la famille de Tommy à faire, ça va. Faut pas que j'en révèle trop, au cas où un des joueurs passerait par là. Bon après, voilà. Je fais confiance à leur RP. Je fais jamais de préparation très détaillée, je fais juste un fil rouge, donc quand bien même ils le voient, ça change pas grand chose. Et puis je pense pas que... Voilà, faisons confiance à nos tables. S'il y a un bon conseil à donner au MJ, c'est ça, faites confiance à vos tables. Ils sont pas là pour casser le jeu, y a pas de... Salut Sven. Justement, voilà, Tommy vient d'arriver au moment où je dis ouais, je pense pas qu'ils vont passer, je vais pas, de toute façon j'en révèle pas trop. Eh bravo, non, tu peux rester, t'inquiète. Comme je disais, je fais pas de grosses préparations, jamais, si ce n'est si ce n'est aucune. Hein, la plupart de mes PJ me connaissent aussi pour ça. Hein, je prépare 30 minutes à l'avance d'habitude. Là, c'est vrai qu'on a un truc plus carré, un peu plus propre, donc j'essaye de faire un effort. En gros, c'est simple. Hein, ma préparation, c'est juste un gros fil rouge. Je viens à la table avec l'idée d'un scénario, ce qui, en termes d'écriture, tu pourrais appeler ça juste, juste une accroche en vrai. Tu as une idée vague de ce que tu veux faire, de ce à quoi à peu près ça va parler. Souvent, en tout cas, ce que je fais sur Kings on By, sur ma campagne, 30 minutes avant, j'écris une introduction euh, qui en réalité a assez peu d'autre intérêt que de se mettre dans le bain. Ça coupe un petit peu parce qu'on arrive, on discute un petit peu, évidemment. Hein, on n'est pas des machines. On se dit bonjour, tout ça, on prend des nouvelles. Salut la famille, ça va bien, tout ça, le chien, tout est ok. Et puis après, une fois que tout le monde est prêt, je lance généralement l'enregistrement et je balance mon intro. Ça, donc l'utilité de couper court à toutes les discussions avant, de mettre tout le monde dans le bain, dans une certaine ambiance, et moi aussi en fait. Moi aussi en tant que MJ, juste avoir ce petit coup de sifflet de lancement, ça me met dans l'état d'esprit de on commence la partie et tout, et d'être vraiment dedans. D'ailleurs, je sais pas ici si je vais faire une intro, pardon, écrite de la même façon. Alors, on va partir sur l'idée que oui. Généralement, je me fais juste une petite fiche manuscrite habituellement euh, avec cette petite structure qui commence toujours pareil. Hein. C'est à se demander s'il y a vraiment une utilité à ce que je la fasse ou pas, mais ça fait aussi partie des petites mécaniques qui me mettent dans le bain euh, et, euh, et lance un peu la machine pour commencer à réfléchir, euh, à réfléchir à la partie, à la session. Parce que autant je clame beaucoup que je prépare pas, etc., etc. En vrai, j'y réfléchis pas mal à la structure du scénario qu'on va faire. J'ai l'idée de base et je réfléchis beaucoup à la structure du scénario. Euh, donc, je triche un peu. C'est pas que je prépare pas, c'est que je le pose pas vraiment par écrit. Après, je reste. J'essaye,
en tout cas de rester assez souple pour rebondir avec ce que les joueurs vont faire. C'est très très important pour moi de pouvoir rebondir là-dessus pour ne serait-ce que pour que les joueurs aient vraiment la sensation d'avoir un impact. Que ce soit pas qu'une sensation, s'il faut que ce soit réel, il faut que les personnages aient un impact. Si je suis obligé à chaque fois que un joueur sort du cadre que t'as très très carré dans ta tête, je suis obligé de mettre des murs ou de trouver des ficelles juste pour le ramener sur ce que moi j'ai décidé de faire. Je trouve ça très très con, déjà. Mais en tant que joueur, pour l'avoir vécu plus d'une fois, il n'y a rien de plus frustrant. Moi, c'est pas le jeu de rôle que je veux faire. On le dit tout le temps, hein, il y a autant de façons de jouer différentes qu'il y a de joueurs de jeux de rôle, et c'est assez vrai. Mais du coup, l'important, et session zéro, encore une fois, hein, je milite encore pour ça, l'important c'est de trouver des joueurs qui ont un peu la même vision que vous, pour qu'on ait un groupe, qu'on soit tous raccords sur la façon dont on va jouer ce JDR. Donc, souplesse, un minimum d'impro pour rebondir sur ce que donnent les joueurs. Je trouve que pour avoir une partie comme moi, j'ai envie d'avoir, c'est l'idéal. J'aime pas trop l'idée que justement ton personnage n'ait pas d'importance. Et c'est la sensation que ça me donne, à moi en tout cas, quand je fais un jeu et que dès que j'essaye de faire quelque chose, je me rends compte, parce que attention, hein, il y a des MJ qui le font, mais qu'ils font de bonne façon. Tu t'en rends pas forcément compte et tu passes un bon moment. Ils arrivent à trouver des petites astuces pour rediriger là où ils veulent aller. Alors ils te manipulent, hein, clairement. Mais si tu t'en rends pas compte et que tu prends du plaisir à la partie, bah écoute, why not, hein. Et alors quand tu t'en rends compte, voilà, tu as vraiment cette sensation que ton perso que tu es en train de jouer, c'est juste une effigie en carton remplaçable. Et bah, on voit aussi pas mal le cas dans des jeux horrifiques un peu à l'ancienne. On va parler de l'appel de Cthulhu, il y a des gens qui vont te faire un truc à l'appel de Cthulhu et tu sais que tu vas mourir. Tu vas préparer plusieurs personnages parce que tu sais que ton personnage va juste faire un bout de l'aventure, il va mourir très très vite parce que oh là là, c'est l'appel de Cthulhu et grand méchant, ouh. Et, c'est factice quoi. Je trouve pas ça intéressant. Et t'as vraiment ce côté, ah, tu n'as pas d'importance. Et oui, oui, dans l'œuvre de Lovecraft, tu as ce truc, bah, les entités Lovecraftiennes, l'humanité n'a pas d'importance, on n'est rien pour eux, on ne peut pas les comprendre, effectivement. Et bon, si ton JDR, l'histoire qu'on fait ensemble est centrée là-dessus, bah ouais, c'est rigolo 5 minutes, mais voilà. La rejouabilité, pas ouf. C'est pour ça que je préfère l'horreur un peu plus psychologique. J'aime beaucoup quand on va faire du drama à fond, on va y aller à grande tartine, on va lancer du pathos s'il faut, c'est pas grave. Pas avoir peur des fois d'aller dans le cliché, parce que c'est rigolo aussi hein, de laisser aller là-dedans quoi. Moi j'ai l'impression, souvent quand je vais jouer ou quand j'écoute certaines parties, il y a un côté, effectivement, bah, les joueurs sont là, mais clairement, tu l'entends, ils sont remplaçables, tu peux les interchanger, c'est pas très très important. Le MJ a une main de fer sur le scénario et ça remet pas en question le scénario en lui-même, ni spécialement les compétences de narration, ni les compétences des joueurs ou quoi que ce soit. C'est juste qu'il y a un côté très dirigiste qui va être là. Et j'ai l'impression d'écouter juste une fiction audio.
bonne ou mauvaise, c'est pas la question, ça va dépendre de chacun, mais tu écoutes plus une fiction audio qu'un jeu de rôle. Moi, j'ai pas envie de faire ça avec mes joueurs parce que je fais pas venir des gens pour avoir des acteurs de l'histoire que j'ai envie de raconter. C'est une histoire qu'on fait ensemble. C'est quelque chose de collaboratif. Bon, c'est ma vision du truc, bien sûr, hein, mais je vois pas l'intérêt autrement. Alors Sven, si tu es toujours là, hein, la fiche de Tommy, hein, je l'ai checké. Tu avais juste oublié de passer Tommy en teen et pas en kid. Et il faudra qu'on voit, je pense, les bonded action. Parce que tu en as qu'avec Vicky. Et je sais plus ce qu'on avait dit à ce niveau-là, si on allait faire mieux ou pas. Mais on verra à l'occasion. C'est pas trop important. Alors mon personnage à pouvoir est prêt. Donc on a une situation un petit peu particulière en plus là. Alors les forces, je vire finalement. C'est bon. Ouais voilà, merci de ta mémoire Sven, hein, ça aide beaucoup. non, les autres n'ont pas tout rempli. En fait, il n'y a que Vicky qui a des banded action avec tout le monde, et sinon vous avez tous des banded action avec Vicky. Ce qui est assez logique, hein, évidemment. Euh, mais voilà. Ouais, t'inquiète, on est tous un peu pareil. C'est marrant, on se dit on va être plusieurs cerveaux à réfléchir et à ne pas oublier, et au final ça change rien, hein. Donc ouais, on a une situation un petit peu particulière parce que Houston, je l'avais lancé pour faire une autre table de Kids on Bike. Bon, j'en ai déjà deux, plus quelques petits OS à côté. Mais c'était dans l'univers qu'on a lancé il y a 3 ans. Enfin, en vrai, on n'a pas lancé l'univers, il s'est créé tout seul. C'est là tout le truc de la narration partagée. C'est très cool, ça c'est très très bien fait. Autant je voulais une liberté à peu près totale d'action pour les joueurs, euh, autant c'est parti dans tous les sens, effectivement. Mais, euh, en tout cas de mon point de vue, hein, bien sûr, on n'est pas tous pareils, tout se tient bien. Ouais, je demanderai à Cardeno au pire, mais dans l'ensemble, comme je dis, on en discutera un petit peu avant la session. Normalement, on est assez carré, ça devrait le faire. Faut juste que je fasse ta famille, parce que comme j'ai vu tout à l'heure, tu es le seul pour qui je n'ai pas fait de famille. Je crois que je dois avoir des notes aussi de la session 0 quelque part, mais comme à mon habitude, j'ai pris ça sur des feuilles volantes qui doivent être en tas quelque part, donc il va falloir que je fouille. Ouais, l'ambition de faire la table de Houston, c'était d'avoir quelque chose de plus léger, parce que les sessions de Kids on Bike, qui sont scindées en deux tables maintenant. Donc d'un côté, on a les Lost, qui étaient la table principale, puis les Runaways. Euh, on a un truc sur des ambiances assez lourdes, des enjeux assez énormes, de l'horreur par moments assez poussée. Et là, en gros, je voulais faire quelque chose qui reste plus léger. Donc, la petite difficulté, ça va être de ne pas retomber sur mes travers, parce que j'ai l'habitude de faire de l'horreur, vraiment. Que ce soit du culte, du Cthulhu ou autre, c'est vraiment le spot sur lequel je me sens à l'aise. Et étant donné que justement, je prépare peu, j'essaye de voir avec ce qu'on me donne à la volée. Et il y a plein de moments où ça arrive. Les joueurs créent une situation, on fait quelque chose, et là je me dis, ah putain, bah là ça colle tout à fait pour lancer ça, et je balance un truc et on y va.
si je fais pas attention, là, pour avoir un ton plus léger avec Houston et moins horrifique, je vais me foutre dedans. Donc il faut que je fasse attention à ça. L'ambition, c'était vraiment d'avoir un truc plus léger, plus enfantin, donc plus du fantastique que de l'horrifique. Alors on peut tenter de mettre un petit peu des petites touches horrifiques, bien sûr, hein, dans le fantastique, mais l'idée c'était d'avoir quelque chose qui ressemble plus à du chair de poule, fais-moi peur, Eerie Indiana, ce genre de choses. Qu'on reste sur un truc un peu plus fun. Après, ça n'empêche pas d'avoir des trucs avec un peu de drama, un peu d'horreur et tout, bien sûr, mais toute proportion gardée. Donc, ouais, j'avais lancé cette première table de Houston. Le souci, c'est que on a fait une session et demie peut-être. Je crois que j'ai pas publié le reste parce que ça fonctionnait pas trop. On avait 2 joueurs, 2 PJ qui ont dû arrêter, qui pouvaient plus continuer, donc je devais refaire la partie. Alors, les subs qui restent, du coup, on a Vicky et Steve qui sont de cette table originelle. Et donc il y a Albin et Tommy qui vont les rejoindre. Donc on va repartir. Bon, le problème c'est que le premier scénario que je me suis cassé le cul à monter, ce que je faisais peu avant, mais en vrai j'aime bien les résultats un peu montés. Et bon, ça demande d'enregistrer ça un peu différemment, etc. etc. Je les joue sans musique. Donc mardi soir, quand je lancerai, je pense que je lancerai aussi en stream. J'enregistrerai et on fera la partie sans musique. Ça sera publié qu'après, quand j'aurai fait le montage dessus. Donc ça peut prendre plus ou moins de temps parce que je suis une grosse feignasse. Et voilà. Mais du coup, on a un scénario, je l'ai laissé pour l'instant sur YouTube. Donc il y a la première partie. À terme, je la virerai peut-être. Bon, on avait aussi, et ça c'est un peu plus... c'est un peu plus embêtant pour moi du coup. On a un très chouette générique, je trouve, à mon sens, qu'on avait fait. Donc j'avais fait tout un montage avec le générique. La musique était de Pedro, un de mes joueurs habituels, qui était à l'origine sur la table, qui n'y sera plus. Il va jouer sur autre chose, hein, ce n'est pas grave. Sauf que bah, dans la vidéo que j'ai mis, donc avec des vidéos libres de droit et tout, effectivement, on a les 2 personnages qui ne sont plus là, qui s'affichaient, donc il faut que je remodifie ça et je ne sais pas si j'ai gardé le fichier de travail pour faire ça rapidement et facilement. Donc pour l'instant, j'ai mis ça de côté. J'ai pas osé remettre le nez dedans. Alors, obligé de couper le micro de temps en temps pour tousser comme une crevure. Ouais, le triage de fichiers, la Némésis ultime, bah ouais, tu m'étonnes, surtout que entre temps j'ai changé de PC. J'ai changé de PC et même ce PC-là, je lui ai refait une petite remise à 0 de Windows aussi entre temps, donc les possibilités d'avoir perdu des trucs sont très très grandes. Bon, ça se fera, hein. Là, je suis encore à me questionner en vrai comment je gère la finalité de ce scénario qui n'a pas été terminé. Donc, parce qu'on va avoir Vicky et Steve qui l'ont vécu, ce scénario. Je pense honnêtement faire un point qui sera en vocal. C'est pas important pour mardi soir, parce que comme ça va être une partie montée, je ferai sans doute un point avec les joueurs à la table avant, juste histoire qu'ils aient en tête qu'est-ce qui s'est passé vite fait. Et je pense que le mieux que j'ai à faire, c'est une
petite partie en narration où j'explique un petit peu ce qui leur est arrivé, ce qui est arrivé aux autres personnages. Il faut garder ça dans les limites du raisonnable, bien sûr. Il ne faut pas que ce soit des trucs trop importants, parce que sinon je trouve ça très con. Quelque chose d'important qui n'est pas au micro, qui n'est pas joué, ça m'embête. Donc, le petit point, il y aura une intro. L'intro, c'est pareil, ce qui est pas mal avec une partie que je vais monter comme ça, c'est que même si j'ai pas d'intro sous la main, je peux la faire après. Parce que habituellement, je fais l'intro et tout, parce que quand je lance une session, j'essaye au maximum de les faire comme si j'étais en condition de live. Alors que je live quasiment jamais, j'essaye d'y remédier un petit peu, effectivement, mais généralement on fait ça entre nous. Mais cette idée de garder toujours en tête, comme s'il y avait quelqu'un qui écoutait, parce qu'après tout, on fait une histoire collaborative, certes, mais une histoire quand même. Essayer de garder en tête un point de vue de spectateur, ça aide à avoir un meilleur dynamisme, je trouve, sur toute la narration. Donc en structure, on aura intro que je ferai pas, on verra. Après, on passera sur présentation des persos, donc ça, c'est le boulot des joueurs, j'ai rien à faire. Si ce n'est vous appeler, vous écouter. Et là, pour le coup, en termes de structure, derrière, tous mes fils rouges sont comme ça, de toute façon. Intro, présentation, pas toujours, parce que évidemment, on ne le fait qu'une fois. Alors, il y en a qui aiment bien, et ça marche très bien, et selon les jeux de rôle, je me fais aussi une petite partie résumée de ce qui s'est passé avant, ce qui sert aussi à mettre un pied dans la partie et à se conditionner à lancer le truc. Il y a déjà une intro qui lance le truc. Là, ce sera une première session, il y aura la présentation. Mais en vrai, souvent, le résumé, ça peut être un peu problématique. Dans le sens où, déjà, on a des PJ en face qui sont pas toujours chauds pour faire le résumé. Donc, il y a toujours ce moment euh, un petit peu gênant de silence où on a l'impression que tous les joueurs se regardent en mode vas-y toi, attends non il va y aller, attends non non moi je vais pas le faire, vas-y fais le résumé. Oui, ils se relance la balle. Même quand on leur dit faites un résumé collégial tous ensemble, faites-nous un petit résumé de ce qui vous est arrivé, il y a toujours ce petit moment de flottement, donc ouais, c'est pas toujours convaincant. Ça marche, mais c'est pas toujours convaincant. Ce que je fais sur ma campagne, moi, c'est que je demande aux joueurs, je passe quand même sur tous les joueurs un à un. Là, c'est la présentation des personnages qui fait office, donc ce n'est pas grave. Mais j'essaye de passer sur tous les joueurs un à un pour demander l'état d'esprit du personnage. Au moment où on prend la partie. Donc comme ça les focus vraiment sur l'état d'esprit du perso. Ça aide aussi à se remémorer ce qui s'est passé avant, donc c'est pas un résumé direct, certes, mais ça joue un peu la même fonction. Et ça aide vraiment, je trouve, les personnages à se mettre dans leur rôle. Après, malheureusement, c'est pas toujours effectif non plus, parce que j'aime bien finir sur un cliffhanger, et effectivement, c'est dur de se dire si t'es en plein milieu d'un cliffhanger et tout, c'est quoi l'état d'esprit de ton personnage? Je suis en train de tomber d'une falaise ou peu importe, n'importe quoi. Voilà, ça va conditionner, ça résume beaucoup la chose. Mais quand on peut trouver le bon moment, moi c'est quelque chose que j'encouragerais à faire parce que je trouve ça très très bien. Donc après, dans la préparation, je mets généralement quelques scènes. La scène 1, je vais pas révéler intégralement ce que je vais mettre dedans, bien sûr. Mais en gros, en scène 1, ce sera sûrement Vicky avec Steve.
j'ai un truc à leur faire faire. Donc il y aura cette scène-là. Après scène 1, ça sera peut-être la scène 2, hein, parce que si on part comme ça, scène 2, j'aimerais bien, si je peux, on discutera, on réfléchira un truc, avoir une scène avec Tommy et Albin. Histoire de faire le groupe, il faut trouver quelque chose, parce que étant donné que les personnages se connaissent de vue, ils sont tous de la même école. Enfin non, je dis des bêtises d'ailleurs. Vicky, comme c'est la gosse de riche, elle est à l'école privée. Et ça aussi, c'est un truc qu'il faut que je prenne en compte dans ma réflexion sur le scénario, parce qu'étant donné qu'elle n'est pas au même endroit, quand elle va à l'école, ça peut être un problème. En tout cas, un problème sur ce premier scénario que j'envisage. Il faut que je trouve le pourquoi du comment. Ils restent un maximum ensemble. Ce sera pas un problème pour la suite, parce que j'ai des accroches de scénario. En vrai, j'en ai plus d'une vingtaine, je crois. Et il y en a qui sont tournés avec le fait que, justement, Vicky est à l'école privée. Ça va avoir une utilité, mais plus tard. Là, pour l'instant, il faut que je trouve justement la raison, l'accroche de pourquoi ils sont là. Bon, je sais qu'on en a discuté en session 0. Vicky et Steve ont monté une sorte de club du mystère, hein, où ils aiment bien, ils vont aller enquêter. C'est un peu le club des 5 de Houston. Donc pour moi, dans mon esprit, Tommy et Albin, on verra en jeu peut-être, ont entendu parler de ça d'une façon ou d'une autre, on verra, et viennent pour rejoindre ce club-là. Je pense que ce sera la suite logique en fait. La suite logique, on aurait tout le monde pour rejoindre le club. Souvent pour me donner l'impression que je fais de la préparation, je mets un petit truc comme ça. En gros, RP, ça veut dire que c'est le moment où je dis plus rien, je laisse les joueurs se démerder, faites votre vie. Et après, avec ce qu'ils ont donné, moi, je réagis en fonction. Voilà, je sais où je vais, j'ai un univers qui va être concret et un peu plus cohérent autour, parce que j'ai des PNJ, je sais ce qu'ils font, je sais ce qu'ils veulent, je sais c'est quoi leur objectif. Après, derrière, il y a les joueurs qui vont faire des choses, et en fonction de ce qu'il y a là, je peux réfléchir à, oui, d'accord, donc ils font ça, est-ce que ça change quelque chose pour tel ou tel PNJ qui sont déjà lancés sur leur propre objectif? Est-ce que ça rentre en ligne de compte? Est-ce que ça fait quelque chose? Peut-être que les joueurs vont partir sur autre chose différemment, il n'y a pas de souci. Ça n'empêche pas justement l'univers de continuer à tourner autour et d'évoluer. C'est la même chose quand il y a un blanc. J'ai appris au fur et à mesure à laisser les moments de flottement. Quand on propose une situation à un PJ ou qu'il y a un PNJ qui demande quelque chose, il y a parfois un moment de flottement, c'est le silence. Personne ne réagit parce qu'en vrai, on n'est pas vraiment les personnages. On est des joueurs derrière l'écran et c'est vrai qu'il y a par moment, on peut se retrouver face à une situation où on doit réfléchir vite, où on est simplement un petit peu paumé, on ne sait pas quoi faire. Et c'est pas grave. On n'est pas des acteurs de théâtre d'impro. On est juste des gens qui jouent à un jeu. Donc voilà, faut laisser le temps au temps, c'est pas un souci. Et en même temps, si on commence à utiliser ça dans la narration, ça marche très très bien. Moi, quand j'ai une situation proposée à un PJ qui va pas savoir comment réagir, on va pas le punir, on va pas lui mettre un timer, on va pas lui dire réagis vite parce que sinon c'est bon, calmez-vous. À part des cas vraiment particuliers, si c'est important dans le scénario et si ça aide dans le scénario,
ce genre de méthode pour moi, c'est intérêt zéro. Par contre, quand tu laisses ce silence se développer, que toi, en tant que MJ, tu vas pas mettre tes gros pieds dans le plat et tu le laisses faire, ça peut, pas toujours, hein, bien sûr, hein, ça peut créer des situations intéressantes. Parce que en vrai, c'est une réalité. Tu vas avoir, là, dans le cas de Kids on Bike, deux gamins qui, d'un coup, ils se regardent, ils savent pas quoi faire. Et autant, de base, c'est juste les PJ, les joueurs et joueuses qui sont derrière, qui sont en réflexion, qui ne savent pas quoi faire. Ça peut être stressant, mais c'est pas grave. Parce qu'en fait, ce silence fait partie intégrante du jeu. Parce que ça veut dire que ton personnage est silencieux. J'ai un joueur sur les Runaways qui, à la base, avait des petits soucis de mémoire. D'ailleurs, Sven, tu vois, on n'est pas les seuls. Qui est un réel problème pour lui en jeu. Il m'a déjà dit, ça lui a déjà causé des soucis sur certaines tables avec qui il a joué. Parce qu'il se plante, il oublie des choses, et du coup, arrivé dans la partie, il se rappelle mal d'un truc, mais il a l'impression que ça s'est passé comme ci et comme ça. Donc il lance son RP en fonction de ça. Et au final, bah, il se fait taper sur les doigts en mode mais non, c'est pas ça et tout. Alors que bah, dans les Runaways, c'est devenu, bah, par la force des choses, c'est devenu un trait caractéristique de son personnage. Hein, il arrive, son personnage dit quelque chose, il se plante de PNJ, il se plante de nom, où il y a méprise sur telle ou telle situation. Les premières fois, il était très très gêné en tant que joueur. Dire ah non merde, je me suis planté, désolé. Et je lui dis bah non mais t'inquiète, arrête avec ça, il n'y a pas de souci, c'est pas grave. Justement, comme en JDR, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant, il n'y a aussi pas d'erreur. Voilà, on roule avec ça. Et du coup, bah, son personnage qui maintenant joue depuis un petit moment et tout, moi je l'adore. Hein, il est goofy as fuck, ça c'est une certitude. Mais le fait que le joueur oubliait des choses ou se trompait sur certains trucs, c'est plus une erreur, comme lui le croyait, mais c'est un trait de caractère de son personnage qui n'arrête pas de se planter. Ses collègues en jeu se facepalment non-stop. Il peut être très agaçant, mais en même temps, on en discute aussi après les parties, le personnage est attachant, ça a créé sa personnalité. Donc, dans mes scènes, voilà, je laisse des gros blancs par moment en mettant RP, juste en croisant les doigts pour que les PJ me nourrissent, moi, de mon côté, pour pouvoir agir. Mais si c'est pas le cas, c'est pas grave, on trouve d'autres choses. Et c'est pareil, s'il y a du silence, pour moi, je vais décrire la suite comme, bah, en gros, ils sont réunis et ils sont tous un peu gênés et gênants. Ils savent pas quoi se dire. Et, euh, et après, on continue comme ça. Ils réagissent aussi en fonction de ça. Donc, euh, on aura cette petite scène de réunification de groupe. Intro, présentation, des petites scènes en duo. Je pense que c'est mieux. Même si, voilà. Si Tommy et Albin trouvent que le fait qu'ils soient ensemble correspond pas avec l'idée qu'ils ont de leur personnage, avec leur background et tout, bah, on fera différemment, c'est pas grave. Ce sera d'abord une scène Vicky et Steve en même temps, étant donné qu'ils ont déjà joué ensemble, les personnages se connaissent déjà, donc pas de souci avec ça. Ce sera des scènes en solo, une scène avec Tommy, puis une scène avec Albin, ou inversement, on verra. D'ailleurs, il y a un truc que j'aime bien faire avec Kids on Bike, je ferai peut-être, mais ce sera mêlé à la présentation des personnages. Donc là, ce sera des scènes en solo. Ah, je vais le noter. Présentation des personnages, plus, on va appeler ça solo petit-déj. Voilà. Je demanderai au
PJ, un petit topo. On commence donc le matin parce que c'est des scènes aussi assez classiques, que ce soit dans ce genre de film, hein. Moi, j'essaye de considérer toujours le truc un peu comme une série ou un film où tu vois le personnage quand il se lève le matin, quand il va déjeuner et tout. C'est une façon un peu facile, tout en étant narrative, hein, d'avoir un petit aperçu de la vie du personnage qui peut donner des indices, etc. Imaginons Albin, il va déjeuner avec son père le pasteur, je sais pas, est-ce qu'ils font une sorte de bénédicité avant, etc. Qu'est-ce qu'il y a dans l'entourage, qu'est-ce qui compose un petit peu le quotidien du personnage. Donc ça fait une scène, ça crée du jeu, et en même temps ça présente un petit peu plus le personnage, ça creuse un peu son background, sans passer par de l'explicatif. Vas-y Albin, raconte-nous toute ta vie par A plus B pour qu'on comprenne le perso. Donc ouais, je pense je mettrai ça dans la présentation de perso. Donc il y aura déjà un petit passage euh, de jeu. Donc c'est d'autant plus important que je fasse la famille de Tommy, hein, parce que sinon on va être obligé d'avoir un Tommy. Bon bah tu déjeunes tout seul parce que tes parents et toute ta famille te détestent. Voilà, démerde-toi. Donc non. Bon, après si Tommy veut avoir une famille très défaillante qui le déteste et de déjeuner tout seul, c'est lui qui me le dira. Il n'y a pas de problème non plus avec ça, hein. Je dis juste que moi, je vais pas lui imposer ça. Ok, présentation, un petit solo. Deux trucs en duo avant de réunir tout le monde au club. C'est pas mal. En vérité, déjà ça, tu vois, sur une, sur une session de 3 heures, en termes de temps, ça va prendre déjà un petit peu de temps. Bon, c'est pas comme si j'y faisais complètement attention. Généralement, je fais mon fil rouge comme ça, plus ou moins détaillé, selon ce que j'ai dans l'idée de mettre. Bon, là, effectivement, on est en stream, donc je vais pas mettre tous les détails, c'est certain. Euh, mais ça arrive très souvent que j'ai un fil rouge, je le réfléchis pour la session, et entre les aléas des PJ, le RP qui peut prendre de la place, c'est très régulier qu'on va pas du tout au bout du fil rouge. Ce qui veut pas dire que pour la session qui suit, je fais absolument rien. Au contraire, je recommence un fil rouge complet. Parce qu'on va recommencer toujours par cette même structure, par une intro. Donc si c'est pas une intro, ce sera, malgré ce que j'ai dit, un résumé. Parce que selon les parties, ça peut très bien correspondre et très bien marcher. Mais je suis pas toujours un très bon juge du temps que ça peut prendre. Alors j'essaye de garder un œil, en tout cas quand on est en jeu, sur comment les choses se passent, histoire de pas jouer pendant 45 minutes avec une partie du groupe en laissant l'autre partie à côté. Je trouve ça très très chiant quand je suis joueur, donc j'ai pas envie d'imposer ça justement aux gens qui vont jouer avec moi. Ah, je vais finir par cracher un poumon. Ouais, j'ai pas envie d'imposer des moments vraiment où t'es juste spectateur du jeu, même si en soi c'est pas trop dérangeant. Quand tu considères ta partie justement un peu comme une série avec un public à regarder, bah en fait ça aide aussi en ça euh, que bah, les PJ, quand ils sont pas au cœur de la scène, bah, étant donné que tu penses ta scène comme étant quelque chose qui va être regardé, écouté, je dis regarder depuis tout à l'heure parce que j'ai une idée assez visuelle des scènes quand je les fais, mais effectivement pour le coup c'est écouter.
bah, étant donné que tu le penses comme ça, évidemment, ça va être plus agréable pour la personne qui n'est pas dans la scène de l'écouter. L'important, c'est aussi qu'il soit impliqué. Et c'est pas un dû non plus. Tu viens pas en tant que MJ en disant attention, les PJ, moi je veux que vous soyez impliqués. Donc c'est une obligation, soyez impliqués ou sinon, ben non, non. C'est à toi de faire au mieux pour que ton truc soit intéressant pour le groupe. Et du coup, bah, de ce fait, il s'implique. Après, s'il s'implique pas, bah, c'est pas grave. Si ils vont pas, si ça casse pas le jeu, hein, si vraiment t'as pas ton joueur qui te dit ah non c'était horrible et tout, bah, c'est que c'est pas un souci. Chacun a sa façon de jouer. C'est aussi d'ailleurs pour ce genre de détails que je fais pas, ou alors vraiment exceptionnellement d'arrière-salle. On joue vraiment en table ouverte, donc même quand les autres PJ ne sont pas sur une scène, ils restent là, ils restent à l'écoute, peu importe ce qui s'y passe. Alors je sais, il y a toujours cet effet de je veux garder l'effet de surprise, l'effet un peu waouh. Je le comprends tout à fait. Ça peut très bien marcher. Moi, je pars du principe que, encore une fois, on est là pour s'amuser. Mes PJ, je leur demande pas d'être des acteurs professionnels ou quoi que ce soit. Et vous savez, ce moment de blanc dont j'ai parlé qui peut avoir lieu en RP, bah là, tu prends le risque de le pousser encore plus. Parce que bah, on n'est que des joueurs, on est assis sur notre chaise derrière notre PC, hein, en plus, on n'est même pas en direct. Et là, ça veut dire qu'en tant que MJ, je demanderais à mes joueurs euh, d'avoir un talent d'acting en impro pour réagir de la bonne façon. Parce que si je leur fais tomber une révélation, un truc sur la tête et tout, bah oui, effectivement, ça peut les surprendre. Mais comment ils vont y réagir, ça peut aussi les surprendre de bah, j'ouvre la bouche et je sais pas comment réagir à ça. Donc il y a un blanc derrière, on ne sait pas comment gérer le truc. Ça, du coup, quand ils sont au courant, les joueurs, pas les persos, et c'est aussi ça le RP, faire la part entre ce que le joueur sait et ce que le personnage au cours du jeu sait, c'est important, c'est vraiment une compétence importante. Donc ça permet aussi au joueur de structurer sa pensée pour donner à son personnage une réaction adéquate. Ça n'empêche pas une certaine part de surprise et de naturel. Parce que on ne sait pas comment les autres PJ vont réagir à ça. Quand bien même tu as entendu que tel ou tel PJ a eu une révélation et qu'il te cache quelque chose sur le moment, tu vas aussi découvrir bah, finalement pourquoi est-ce qu'il le cache, qu'est-ce qu'il veut en faire, de quelle façon il va le révéler, comment il va gérer ça. Donc ça reste pas mal. Ce qui n'empêche pas ce petit effet waouh quand tu as envie de le mettre, et il y a des moments euh, qui peuvent marcher de cette façon-là. Mais déjà, pour moi, il faut que ce soit un moment assez court. Faut pas que ça traîne en longueur. Si vraiment tu fais une arrière-salle avec ton joueur, tu lui révèles un truc, que ce soit pour un coup de trahison ou n'importe quoi en vrai, et que c'est 10 sessions plus tard qu'il y a la révélation, ah, ça perd de son intérêt pour moi. Vraiment, je n'aime pas. Donc sur des trucs qui peuvent être assez courts, assez succincts et qui ont une certaine importance, ça peut être intéressant de le garder, ce petit effet waouh. Après, voilà, c'est chacun juge de ce qui peut être important dans ces moments-là. Donc scène 4 en vrai va beaucoup dépendre de la scène 3, parce que dans le RP, dans ce moment-là, moi en tant que MJ, il faut que je trouve le moyen d'insérer le mystère. Donc c'est pas genre on va mettre un truc
et d'un coup il va y avoir du brouillard et on est dans Silent Hill, hein. C'est comme ça que j'envisage chacun des scénarios. Étant donné qu'on a des jeunes avec un club qui veulent enquêter sur des trucs un peu fantastiques, un peu étranges dans leur ville, donc à chaque fois il va falloir qu'ils choisissent, dans les trucs bizarres qui se passent, qu'ils choisissent un mystère sur lequel enquêter. Moi, en tant que MJ, je sais lequel je vais leur envoyer. Après, il faut que ce soit organique, la façon dont ils prennent le truc. C'est pas moi qui vais leur poser ça sur la table, donc vous avez ça et c'est comme ça. Donc il faut que j'introduise ça correctement pour les intéresser. Après, il y a toujours une part de contrat social. Évidemment, on fait du jeu de rôle. Les joueurs sont là pour jouer. Ils savent aussi que quand il y a un truc qui ressemble à une quête qui leur est présentée, bah, s'ils y vont pas, effectivement, ils ont choisi de pas y aller. Il n'y a pas de quête. Et en soi, c'est du jeu de rôle, on fait ce qu'on veut, c'est pas grave. Par contre, ça nécessite aussi d'en parler après la session, je pense, pour que tout le monde se mette d'accord, pour dire, moi en tant que MJ, j'avais prévu un peu ce truc-là pour être le scénario. Vous n'avez pas accroché, c'est pas grave, expliquez-moi pourquoi vous n'avez pas accroché, et finalement, qu'est-ce qui vous attire là-dedans? Vers quoi vous voulez aller, quoi? Histoire qu'on travaille ensemble et qu'on fasse un truc intéressant, parce qu'il n'y a rien de pire que de proposer quelque chose à tes joueurs et de te rendre compte que ça les intéresse pas. Soit c'est une question d'envie, soit faut aussi se remettre en question, soit c'est parce que toi en tant que MJ, t'as proposé un truc de la mauvaise façon, t'as mal lu un petit peu les envies de chacun peut-être, et tu as mal amené la chose. C'est pas grave, c'est pas grave, ça arrive. Je sais à peu près moi comment je veux insérer ce mystère, d'ailleurs, qui m'amène à ajouter un petit truc dans l'intro. Parce que pour le coup, l'intro, on peut faire, c'est faire une petite scène, alors j'appelle ça hors caméra, si on considère ça du point de vue des PJ. Hop, on va mettre ça comme ça. C'est du teasing, c'est juste du teasing. Je vais essayer de faire une petite scène, quelque chose qui s'y passe hors du point de vue des joueurs. Non, pardon, hors des points de vue des personnages. Les joueurs donc le voient. C'est le même principe en fait qu'avec l'arrière-salle en fait. On décrit une scène, quelque chose qui se passe, qui préfigure un petit peu le reste de l'aventure. Ça aide aussi justement à insérer le scénario qu'on compte mettre. Ça oriente aussi hein, d'une certaine façon bien sûr les joueurs parce que les joueurs savent qu'il s'est passé quelque chose. Donc techniquement, si tu fais ça à peu près correctement, les joueurs savent qu'il s'est passé quelque chose, les personnages non, mais les joueurs ont quand même envie d'aller dans cette direction. Et là, justement, c'est là où il faut faire confiance à sa table pour qu'ils trouvent en RP des raisons qui vont les amener vers ce truc-là. Pas un truc tombé du ciel, justement, où tu as le joueur qui dit ah, d'un coup, j'ai une impulsion, je vais aller là-bas. Et comme par hasard, il y a le truc qui est là-bas. Parce que le joueur a vu quelque chose. Là oui, c'est du mauvais RP, effectivement. Après, c'est pareil, on peut en discuter, justement, en disant, écoute, ouais, là, ça colle pas trop. Faut que ce soit un peu plus, un peu plus réaliste, un peu plus organique. Là, c'est quelque chose que le joueur sait, pas le personnage, donc il n'y a pas de vraie raison à ce qu'il aille par là. On fait confiance à la table, on met cette petite scène euh, hors de leur point de vue. Donc,
Ouais, j'appelle ça hors caméra, hein, mais voilà, vous m'excuserez. J'y connais pas grand-chose, donc je fais ça à ma sauce. Donc ça va donner, normalement, si c'est bien fait, envie aux joueurs d'aller dans cette direction, et après à eux de trouver les raisons roleplay d'y aller. Donc là, on a déjà une accroche. Je pense que rien que pour ça, je pense qu'on en a pour 1 heure et demie de jeu. Ah, à la louche. Comme j'ai dit, je suis nul pour jauger. Hein. Moi, mes one-shot, c'est toujours en 2 ou 3 sessions. Mais dans l'idée, ouais. Petite intro avec justement cette scène hors cam. Allez, on va dire 5-10 minutes. La présentation des PJ, donc on passe de l'un à l'autre. Ouais, si on compte 5-10 minutes aussi par personnage, ils sont 4. Plus les scènes en duo qui viennent après. Sachant que ça va être multiplié si Tommy et Albin ne sont pas ensemble, ce qui n'est pas un problème. Moi, j'ai pas de souci à avoir à séparer le groupe. Alors, on a le classique hein, Don't Split the Group, mais ça s'applique principalement à des jeux comme D&D. En fait, c'est quelque chose qui est resté beaucoup dans le JDR, dans l'idée de oui, non, mais séparer le groupe, ça va emmerder le MJ. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Au contraire, quand tu vas sur plein d'autres jeux, tu te rends compte que séparer le groupe, ça aide aussi à creuser la profondeur des personnages, à faire du RP, à amener d'autres choses, ce qui peut être très intéressant. À ne pas rester toujours sur une ligne dure du scénario. Après, je comprends pour un jeu comme D&D où justement c'est quand même pas mal axé sur les combats, même si ça a beaucoup évolué, on part quand même d'un jeu qui part de simulation de bataille avec des figurines. Hein. Et étant donné qu'il y a un équilibrage assez précis, on aime ou on n'aime pas, ouais, chaque personne du groupe va avoir un rôle dans le groupe et ça crée un équilibre qui fait que s'il y en a un qui est pas là au mauvais moment, tout le monde va se casser la gueule. En dehors de ce genre de jeu de rôle, il n'y a pas de raison que ce soit comme ça. En soi, même dans ce genre de jeu de rôle, on peut trouver des moyens de faire différemment, hein, de toute façon. Donc, ouais, allez, on va dire. Ouais, si, facilement 1 heure et demie, je pense, de jeu là-dessus. Selon le RP, selon où ils vont, il y aura un début d'enquête. Je vais être assez cryptique hein, encore, parce que là, pour le coup, c'est des trucs que j'ai pas envie de mettre. Et c'est pas un souci. Hein, je le dis pour Sven, si tu traînes par là, t'inquiète pas. Je mets pas de spoiler, etc., etc. Là, ça m'aide juste à blablater et comme à mon habitude, je diverge beaucoup, mais ça m'aide à organiser mes idées en fait. Ok, donc selon le RP, ça va aller quelque part. Je vois pas d'autre façon de le dire, mais comme moi-même, je ne sais pas. Donc on va mettre ça sous forme de question. Euh, bon, c'est très général, ça va être l'angle d'approche qu'ils vont choisir pour le mystère. Donc vers qui, vers quel PNJ ils veulent aller ou vers quel endroit euh, ils veulent commencer à enquêter. Après, la façon dont ils le font est complètement libre à eux, c'est du RP total. Donc, hop, ils choisiront leur façon de faire. De là, ça s'enchaîne, ça devrait se faire tout seul. Moi, je réagis avec les PNJ que j'ai. Je vais préparer quelques PNJ qui sont liés au scénario, donc au mystère que je veux leur mettre là. Il y a un personnage à pouvoir en particulier. Et il y a vis-à-vis de ce personnage d'autres PNJ qui en découlent forcément.
Donc il faut que j'ai une idée un petit peu de leurs objectifs, de leurs intentions, de comment ils réagiraient. Après, ça coule tout seul. Dans l'idéal, et ça, c'est ce que je dis toujours, dans l'idéal, voilà, ça envoie des scènes, ça fait du RP. Ce qui en découle peut faire découler d'autres scènes. Là, pour le coup, c'est l'improvisation complète. Dans l'idéal, donc, moi, ce que j'aimerais finir, mais encore une fois, c'est pas gravé dans le marbre et ça peut évoluer déjà rien que à cause du temps que les choses prennent. La scène de fin, quand tu la prévois en disant bah, j'aimerais bien finir là-dessus, bah, si ça se trouve, elle va arriver au milieu de ce que tu as prévu. Parce que les joueurs vont faire un truc, ils vont partir sur un délire et, euh, bah, du coup, bah, tu rebondis avec, quoi. Ou alors, inverse, ça va prendre tellement de temps que tu vas être arrivé sur la scène 3, il est déjà quasiment minuit, parce qu'on joue généralement entre 21h jusqu'à minuit. Et du coup, tu arrives au milieu de ce que tu as prévu, et il arrive qu'il est déjà quasiment minuit, donc tu te dis, bah non, c'est pas logique. La scène finale que j'aurais aimé mettre n'a pas de sens. Donc ça sert à rien de rusher, ça sert à rien d'envoyer le truc. Hein, voilà. Moi, j'aime bien finir sur un cliffhanger, donc souvent, quand c'est comme ça, j'essaye de réfléchir très vite à ce qui pourrait ressembler à un cliffhanger. Hein, bon, après, s'il n'y en a pas, bah, c'est pas grave. Mais ça fait que euh, je vais parfois avoir des cliffhangers débiles, des cliffhangers blagues plus qu'autre chose. Mais voilà, ça me fait marrer, je le mets comme ça. Là, en gros, la scène de fin que j'aimerais, ce serait la rencontre avec le powered character. Donc le personnage à pouvoir. Parce qu'on a, on a donc un scénario qui va commencer par ce petit point sur ce qui est arrivé au groupe avant, ce qui est pourquoi ce ne sont plus tous les mêmes personnages, pourquoi il n'y en a plus que deux, qu'est-ce qui est arrivé aux autres, etc., etc. La petite introduction hors cam, la présentation, la création du groupe en fait. Enfin, la création du groupe, pas comme on l'a fait en session 0, mais la création du groupe narrativement parlant. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut les laisser RP, qu'il faut laisser le temps de la mise en place. Si on commence stricto sensu directement dans l'aventure sur une session 1 et tout, on peut le faire. On peut le faire. Moi, je trouve ça moins intéressant parce que justement, il y a moins de développement sur les personnages. Si on arrive directement, on met les pieds dans le plat, je sais pas, autant arriver sur un DND avec le classique, bah, vous êtes dans une auberge. Ouais, ça fonctionne. Ça fonctionne, l'aventure peut être bien. Il y a d'autres façons aussi de développer le background ensuite. Moi, j'aime bien quand ça prend son temps. Donc pour l'instant, je pense que ça va rester comme ça. Et voilà, j'ai blablaté pendant 1h30. Et vous voyez la gueule de ma préparation, ça va rarement plus loin que ça. Et c'est suffisant en vrai. Après, voilà, tout dépend de ce qu'on veut mettre vraiment dans la session qu'on fait. Si on a vraiment envie d'avoir un truc complètement fou, avec des effets particuliers, narratifs, hein, je parle bien sûr. Je suis pas en train de parler d'effets spéciaux. Même si j'aime bien, j'en ai quelques-uns. Moi j'ai ma table de son sous la main, donc effectivement on peut faire des trucs. Hein. Voilà, on envoie du SFX et tout. C'est toujours bien de jouer avec le son, mais ça demande beaucoup de travail. Faut être sûr de ce qu'on fait, et je trouve qu'il faut pas trop le faire en fait. Après on est tous pareils. Hein. Je crois que tous les MJ qui ont commencé comme ça, justement avec tous les VTT et tout, il y a plein de petits trucs gadgets, c'est très très cool. On a envie de tout tester, on met plein de choses. En vrai, avec le recul, bah, on se rend compte que c'est pas forcément nécessaire.
ça n'appuie pas forcément la narration, hein, voilà, c'est du gadget. C'est bien, hein, c'est très cool de le faire, mais c'est parfois beaucoup de temps pour quelque chose, bah, c'est joli, mais ça ne sert pas la narration. Bon, je fais une petite focalisation sur la narration, c'est sûr, hein, il y a des gens qui adorent ce genre de truc, hein. Voilà, franchement, notre table qu'on a, on a des petits trucs gadgets, hein, voilà. Cette double page avec les deux villes pour aller et tout, c'est complètement gadget. On peut s'en passer, mais c'est très très cool. Enfin, je trouve. Les feuilles de perso, où on peut, voilà, on a les tokens à mettre, le petit vélo, on a le petit truc qui s'affiche, le personnage monte sur son vélo, c'est très cool. Euh, on peut s'en passer. On peut s'en passer. Les tokens, le joueur peut écrire ça à la main, mais à ce rythme-là, on peut aussi complètement se passer du VTT. Je parle pas du vélo, hein, bien sûr. Le petit journal qui s'affiche, hop, très joli, super cool, c'est satisfaisant, tu vois, d'avoir ce genre de choses, mais on peut s'en passer. Après, c'est toujours sympa, mais ça demande beaucoup de temps. C'est vrai, quand tu commences à être MJ, tu vois tous ces petits outils, tous ces petits trucs que tu peux faire, c'est super et tout. Faut faire attention à pas se perdre là-dedans. Voilà, je sais ce que j'ai à faire maintenant. Et je ferai ça, bien sûr, pas en live, parce que pour le coup, là, ce serait spoiler. Faut que je finisse l'affiche du personnage à pouvoir. Aussi, les familles de Tommy. Et que je réfléchisse à mon intro. Et ça veut rien dire comme ça, on s'en fout un peu. C'est pas grave, à réfléchir à l'intro. Pour insérer le truc, voilà. Tout ce qui me reste à faire en vrai pour mardi. Donc à part vraiment finir les fiches et faire la famille de Tommy, tout le reste, on peut l'improviser. Maintenant, il est déjà bientôt midi. J'aurais bien continué un peu de montage. Sauf que je suis pas sûr que je vais avoir beaucoup le temps de faire ça. Je suis parti pour continuer le montage de Cult que j'ai commencé. Je voulais faire un truc propre. J'avais complètement oublié. Je vais couper la musique. Hop. J'avais complètement oublié qu'en fait, la deuxième session, je me rappelais qu'il y avait beaucoup de soucis, de soucis techniques et j'avais complètement oublié à quel point c'était l'enfer, la deuxième session. Je venais tout juste de changer de matériel. Les réglages étaient très mal faits, on avait lancé le truc. Il y a un écho de l'enfer du côté des joueurs. Euh, je pense que ces petites tendances à apprécier l'exorcisme et autres, voilà, en quelque peu chagrin. Je sais pas si je vais pouvoir rattraper ça. J'étais, comme je voulais faire la dernière fois, je me suis dit on va refaire la structure de l'introduction du coup. On va changer l'ordre de présentation et de petites scènes des personnages pour donner un truc un peu dynamique, un peu logique. Parce qu'en fait, la scène de Lucretia, la scène solo de Lucretia terminait sur l'arrivée du personnage de Jérémia, le photographe. Donc ils étaient déjà ensemble à ce moment-là. Donc si je veux faire un petit passage avec chacune des intros séparément, enfin séparément, non pardon, séparé du reste du jeu, je fais un petit passage où ils font leur intro, puis ils ont leur petit passage solo où ils sont séparés. Bah, il faut forcément que je finisse sur Lucretia,
qui de base c'était la deuxième, je crois, à passer. Là, il faut que je la mette en dernier parce que son petit passage solo arrive au moment où le groupe commence à se réunir. Donc, ce serait assez logique que je finisse par elle, donc elle sera en dernier. Sauf que j'ai un joueur qui n'était pas là à la session 1, et ça j'avais complètement oublié qu'il n'arrive qu'à la session 2, qui a quand même une importance, et ce qui lui arrive quand il est tout seul au début, c'est ce qui va lancer un peu directement le scénario. Donc de base, je me serais dit c'est lui que je vais mettre en dernier pour lancer le truc, sauf que je ne peux pas faire ça. Donc j'ai dû ressortir la session 2 déjà pour récupérer son petit passage solo. Je suis emmerdé parce que je me suis rendu compte qu'il ne fait pas de présentation de personnage, lui. Je crois, enfin, il faudra que je réécoute plus en détail, mais j'ai l'impression qu'il ne fait pas de présentation. Comme c'était la session 2, il est rentré directement dans le vif du sujet. On a fait sa partie où il est tout seul. Et en plus, bah, il a un espace. Tu n'as pas de mal à repérer l'endroit, même si sur le papier, comme ça, juste l'adresse, ça ne te dit absolument rien. Donc c'est pas un bar. Faut que je vois si je peux atténuer l'écho qu'il y a derrière, déjà pour commencer. Je pense que c'est pas grave en soi que je ne finisse pas par lui. Je vais peut-être commencer par lui, même on verra. Je suis pas certain de ça. Je sais pas encore où je le mettrai, mais étant donné, si je me rappelle bien, sa partie où il est tout seul finit par lui qui se fait tabasser par des nains. Et oui. Donc il doit perdre conscience. Donc je pourrais très bien le mettre au début, au milieu, dans ces petits passages solo. Finir par ce moment où il perd conscience, j'arrête là, je continue avec les autres. Je finis par la petite partie en solo de Lucretia. Le groupe commence à se réunir, puis je reprends par ce personnage qui a été mis justement hors de conscience. Et je reprends au moment où il va pour les rejoindre. Et comme ça, tout le groupe est réuni et on a une structure qui se tient. Je suis vraiment embêté par cet écho. Après, je vois, là, on a son solo, lui encore. J'aurais du coup Il est pas trop donné violent. On l'entend rapidement bien les quand même, dernières putain. instructions aux employés. Ah, en mettant de la musique, en plus en voyant si je peux un peu biaiser le truc, ce sera pas trop grave. On est déjà à 20 minutes de la partie. Bon, je crois que c'est une des plus longues en plus. 3h30. 3h30, putain. Faut que je vois ce que je peux faire. Bon, sinon, ce serait un passage un peu en main, mais déjà, avec les coupes et tout, ça va réduire le truc parce que déjà, avant qu'il fasse sa petite partie solo, je crois qu'on a bien 15 minutes qui dégagent parce que c'est un résumé. À ce moment-là, justement, je faisais encore appel au résumé en début de partie. Enfin, je dis ça comme si je le faisais plus, mais ça m'arrive encore, hein. Mais du coup, étant donné que je remonte tout et que je veux faire une version condensée, ça peut dégager. Selon ce qui se passe, faut que je réécoute et ça me fait mal aux oreilles d'avance. Il faut que je vois tout ce que je peux virer. Faut vraiment que j'essaye de réduire au minimum cette partie 2 avec les soucis de son. Ça, bah certes, on l'entendra encore, mais ça devrait être plus court déjà. Parce qu'on va faire un truc un petit peu digeste. Mais ce sera pour une prochaine fois. Du coup, vu l'heure, je pense que je vais laisser ici. Je reviendrai peut-être cet après-midi pour continuer Silent Hill 4. Hop là. En attendant, bon dimanche. Peut-être à cet après-midi. Et puis sinon, à mardi soir.